Bonjour tout le monde, nous sommes actuellement le mardi 21 mars et je commence un tout nouveau vlog. Voilà, nouvelle semaine de vlog. Autour de laquelle je pense que je vais faire un thème qui tombe tout à fait par hasard parce que en fait j'avais commencé une nouvelle lecture quand j'avais vu 20 pages, quand Angie, donc Madame Chachali, m'a envoyé un message pour dire qu'elle allait commencer une autre lecture qu'on avait prévu de lire en lecture commune. Et j'avais une autre lecture dans la semaine qui était prévue, et je me suis dit mais en fait c'est trois lectures qui tournent un peu autour d'un même sujet, d'un même thème, enfin voilà, et je me suis dit bah je vais faire un vlog à thème. Steph en fait beaucoup pour le moment des vlogs à thème, moi j'en ai déjà fait quelques-uns, principalement autour de challenge, autour de maison d'édition, j'avais fait une semaine autour de la maison de Scrigneo ou Inceptio ou quoi, ou Calman Levy, bref. Steph par contre elle fait énormément de vlogs à thème, du coup si c'est des vlogs que vous aimez bien retrouver, je vous conseille d'aller voir les vlogs de Steph de Piketty parce qu'elle pour le moment elle ne fait quasi que des vlogs à thème et je trouve ça très chouette justement. Moi c'est juste le fruit du hasard qui fait que j'ai vu que il y avait déjà 3 livres qui rentraient un peu dans une même catégorie dans mes vlogs cette semaine, enfin dans mes lectures cette semaine. Et je me suis dit, bah, je vais en rajouter 2. Je suis pas sûre du tout de lire les 5, hein, mais voilà, pour essayer de proposer un thème. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est? J'avais commencé à lire Memphis de Tara M. Stringfellow, qui est donc un livre publié sur Charleston qui parle de la condition des femmes noires. Enfin, c'est une histoire en fait transgénérationnelle aux États-Unis. Je pense que c'est dans le sud des États-Unis, mais je ne suis pas sûre. Voilà, ça parle de la situation de femmes noires aux États-Unis. C'est celui-là où j'avais commencé 20 pages parce que ça fait longtemps que je voulais le lire. Et puis je l'ai mis en pause parce qu'elle m'a envoyé un message pour dire que elle commençait donc hier celui-ci et je me suis dit en plus c'est vert, le thème ce n'est pas vert et je me suis dit ah bah oui forcément je voulais le lire aussi, je voulais lire avec Angie, donc bon j'ai commencé celui-ci, je l'ai déjà presque fini, je l'ai dévoré tellement il est génial. Et l'autre livre que j'avais prévu de lire cette semaine c'était ceci, donc je me suis dit ok, on est sur 3 livres écrits par des personnes noires, des noirs américains d'ailleurs parce que tous des auteurs américains et tous sont plus ou moins engagés et parlent globalement des droits des noirs, voilà, pour ces 3-là. Donc je me suis dit, ce serait intéressant de faire un vlog sur des écrivains tout simplement noirs et qui sont engagés pour les droits des noirs, pour vous montrer un peu, pour vous donner en fait des idées de livres qui traitent de ces sujets-là, qui sont très importants, même s'il y a une grande évolution à ce niveau-là, même si je suis pas hyper légitime pour en parler, hein, mais il y a une grande évolution à ce niveau-là ces dernières années, il y a encore énormément de choses à faire. Et je me suis dit que déjà ici, j'avais 3 livres assez différents, donc ça peut permettre d'aborder, enfin de lire des livres écrits par des auteurs noirs américains très différents. Donc voilà, c'est pour vous, enfin tous les lecteurs pourront trouver ce qui pourrait les intéresser, puisqu'ici il s'agit d'un essai, ici il s'agit d'un livre plus de littérature adulte et générale, et ici c'est un livre plus de littérature jeunesse, attention, pas tout premier lecteur, hein, plutôt grand écran d'ado et young adulte. Et du coup, j'ai décidé de rajouter 2 autres livres. J'ai décidé de rajouter un livre Young Adult écrit par Jordan Ifueko. Ici, il me semble aussi que c'est noir américain et que c'est une autrice. Oui, c'est ça. Elle a grandi... Ben, je ne sais pas dans quel pays. Mais bref, c'est une autrice américaine. Pas américaine, mais noire, de toute façon. De quel pays, je ne sais pas. Mais voilà, ça rentre de toute façon dans le sujet. Et ici, on a Amari, qui était dans ma pile à lire également, qui est un livre là beaucoup plus jeunesse que tous les livres que je vous ai montrés. Donc voilà, ça vous enfin j'aurai de quoi satisfaire tout le monde je pense ici, et je trouve que c'est chouette de proposer un peu des livres divers en fait, et qui sont en même temps engagés. Celui-là je pense pas que ça soit fort engagé, j'avais lu le 1, il me semble qu'il y avait un petit peu quand même un engagement par rapport aux droits des noirs, mais ça reste un peu, voilà, il me semble qu'il y avait ça, mais je ne suis plus sûre à 100%. Mais donc voilà, pour mes petits livres au programme. Du coup, il me reste moins de 100 pages pour celui-ci parce que je l'ai dévoré. Hier, je l'ai commencé et j'avais déjà lu la moitié hier. J'avais prévu de regarder les épisodes suivants de Shadow and Bone et finalement, le soir, finalement, j'ai dit non, je veux continuer ce livre. Du coup, j'étais à la moitié ce matin et ce matin, je me suis dit, je dois aller en train à Bruxelles, je ne vais pas prendre le livre avec parce que j'avais peur de l'abîmer. Et puis je me suis dit non, laisse tomber, je veux le continuer, je veux savoir la suite. Et du coup, eh bien je l'ai pris, j'ai juste enlevé la jaquette évidemment pour éviter de l'abîmer. Je suis partie avec juste le livre sans la jaquette et une pochette à livres.
Et du coup, il me reste moins de 100 pages parce que je l'ai bien avancé dans les transports en commun. Ça se lit très rapidement, hein, c'est très aéré au niveau du texte. Voilà, c'est un format qui se dévore et l'intrigue est géniale. Donc ici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toute une collection Disney chez Hachette Heroes qui sort. Il y a diverses collections, mais ça c'est vraiment les réécritures des Disney. Attention, j'avais des gros préjugés moi par rapport aux réécritures des Disney, ça me tentait pas parce que j'avais peur de tomber un peu dans des romans mal écrits, niais, qui n'apportaient pas grand chose, et j'avais été vraiment très agréablement surprise par la réécriture d'Aladin, très agréablement surprise également par celle sur Blanche-Neige, et celle-ci c'est encore un vrai succès. Ici c'est la réécriture de La Princesse et la Grenouille, qui est un Disney que je n'ai vu qu'une seule fois, et que j'ai vu il y a un petit bout de temps. Du coup il est pas hyper frais dans ma tête, mais du coup tant mieux, c'est vraiment... je me réapproprie complètement cet univers de manière assez détachée, puisque c'est pas un Disney que je connais par cœur, comme je peux connaître Aladdin par cœur par exemple. Je crois quand même qu'il vaut mieux avoir vu le Disney ou connaître l'histoire de base avant de lire le roman, parce que on est un peu projeté dans le récit, comme si on savait déjà un petit peu, on avait déjà les bases du Disney en fait, voilà. Même si globalement on sait comprendre sans l'avoir vu, mais je trouve que ça quand même mieux. Donc ici on a la réécriture donc de l'histoire de Tiana qui, ici l'élément déclencheur, l'élément qui change par rapport à Disney, c'est qu'ici elle a fait un pacte avec Facilier, donc avec le maître des ombres, et le pacte c'est de ramener notamment son père qui est décédé. Et tout ça va avoir des conséquences désastreuses, forcément, on s'en doute. Voilà, j'adore ce livre, je l'ai bientôt fini, donc je vous donnerai mon avis global à ce moment-là, mais j'adore l'ambiance, c'est vraiment un livre qui éveille les sens, tout en... on a vraiment des sens qui s'éveillent, nos papilles gustatives, l'odeur, parce que Tiana elle cuisine, donc on a vraiment toutes ces descriptions culinaires qui nous font saliver. On a aussi l'oreille qui s'éveille parce que on a toute une ambiance musicale. Et en même temps, on a petit à petit un brouillard qui s'installe et qui diminue, qui perturbe notre vue. Donc voilà, il y a un petit jeu au niveau des sens. Il y a aussi une ambiance vraiment donc brumeuse qui s'installe, mais aussi une ambiance un petit peu marécageuse, parce que il y a tout ce qui tourne autour du bayou, mais on a aussi des algues qui petit à petit, avec le brouillard, commencent à s'installer dans la ville. Et c'est une ambiance un peu gluante aussi. Voilà, c'est vraiment... c'est une pépite, j'adore. On parle... C'est pas dans ce roman-là qu'on va creuser énormément le droit des Noirs. On est en 1920, en 1927, donc forcément, les Noirs avaient très peu de droits. Par exemple, ils pouvaient pas essayer les vêtements dans les magasins et tout ça en Nouvelle-Orléans. C'est abordé de manière très superficielle, mais ça ouvre des pistes quand même, et ça montre quand même la situation des Noirs malheureusement à cette époque. Donc voilà, on explore, c'est pas là qu'on va avoir vraiment une thèse sur les droits des Noirs à l'époque, mais voilà, on effleure quand même le sujet, donc voilà, dès que j'aurai fini de le lire, je vous donnerai mon avis définitif. Au niveau réception, j'ai reçu ces 2 jours-ci 2 BD, j'ai reçu à l'instant Le Temps est assassin, d'après un roman de Michel Debussy, voilà, qui est publié chez Phileas. J'ai reçu Un amour suspendu. J'ai appris en regardant les stories et le vlog d'Enjoy Phoenix qu'en fait c'est écrit par le papa de Henri PFR. Donc voilà, ça me donne encore plus envie de le découvrir rapidement. Donc c'est Un amour suspendu où sont les noms, Pilar Pouradas et Luc Pfeiffer. C'est Luc Pfeiffer qui est le papa de Henri PFR. Et j'ai reçu La vie inattendue de Tom Riley, c'est le tome 2, j'avais adoré le tome 1, et donc là c'est une suite d'un roman très jeunesse qui se lit extrêmement facilement parce que c'est écrit en très grand. Voilà, un roman jeunesse plein d'aventures, j'ai hâte de lire la suite. Voilà pour la petite intro de ce vlog qui fait déjà 10 minutes. Je vous reprends quand j'aurai fini mon livre et commencer un autre. On est toujours mardi soir et je viens de finir Au bout du rêve, donc là j'ai enlevé la jaquette, donc de... ça y est, je suis pas l'autrice du coup sur la jaquette. Farah Rochon. Vraiment une petite merveille, j'ai vraiment adoré. Comme je vous ai dit, c'est un roman vraiment avec une ambiance très prenante. Voilà, on se sent vraiment en Nouvelle-Orléans. Vous savez, la Nouvelle-Orléans, moi ce que j'aime beaucoup c'est cette ambiance vrombissante, musicale. En plus là tout tourne autour du Mardi Gras, du coup c'est très... oui, c'est vraiment
une ambiance très spéciale où on a un peu aussi de la magie, on a une ambiance ensorcelante, on a tout ce qui est magie vaudou. Ici on casse les préjugés sur la magie vaudou parce que bien souvent les gens quand ils pensent vaudou, ils pensent à magie noire, etc. Alors que pas du tout. À la base la magie vaudou c'est de la magie ancestrale, c'est de la magie qui se base sur les plantes. Enfin je connais pas, je suis pas une pro là-dedans, mais c'est de la bonne magie entre guillemets. C'est pas les idées qu'on a sur la magie vaudou avec, vous savez, les poupées vaudou, etc. C'est pas une magie du mal, voilà. Or on a un personnage ici Facilier qui lui s'est complètement détourné de cette magie ancestrale parce que par appât du gain, par envie du pouvoir, par vengeance aussi, voilà, pour les mauvaises raisons il a utilisé la magie et ça fait que lui il s'est complètement détourné de cette magie vaudou. Donc voilà, ça casse un peu les idées là-dessus. On parle de deuil, on parle de perte, perte d'un être cher. Il y a eu un chapitre à la fin où j'avais vraiment les larmes aux yeux, c'était assez émouvant, même si on s'y attendait dès le début, hein, mais c'était assez émouvant. Vraiment, très beau texte, où on effleure, comme je vous dis, un petit peu le racisme de l'époque, dans les années 20 aux États-Unis, où on a justement le personnage de Tiana et sa meilleure amie qui est une jeune femme blanche, privilégiée, qui a toujours tout eu, voilà, tout lui a toujours été servi sur un plateau d'argent parce que elle vient d'une famille riche, c'est vraiment une fille à papa, hein. Et en fait, à un moment, elle va dans un magasin avec Tiana, et elle pose un chapeau sur la tête de Tiana, et Tiana, elle est oh, non, qu'est-ce que tu fais? Et en effet, elles se font, enfin, il y a la vendeuse qui vient les engueuler parce que les personnes noires ne peuvent pas essayer les vêtements, voilà. Et à ce moment-là, Charlotte, elle va avoir un déclic, elle va dire mais qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, en fait, elle n'a jamais réalisé la discrimination et le racisme qui règne en Nouvelle-Orléans. Et du coup, ça va permettre de vraiment déjà d'aborder ce problème et aussi d'éveiller un petit peu les consciences pour les gens qui n'ont, enfin, de montrer à quel point quand c'est pas notre réalité, il y a plein de choses dont on ne se rend pas compte en fait parce qu'on ne le vit pas. Voilà, je trouve ça très bien amené, vraiment un roman avec un bon rythme. C'est en fait au final assez lent. Il n'y a pas plein de rebondissements, plein de choses qui se passent. Globalement, quand on regarde sur les 400 pages, il s'est pas passé full chose. Vraiment, c'était assez... au final, c'était une action assez... enfin voilà, linéaire, qui prend son temps aussi, et justement bien amenée, voilà, qui fait que l'autrice a vraiment pris son temps pour dépeindre l'atmosphère de la Nouvelle-Orléans, pour développer ses personnages, pour installer son intrigue, le tout avec une très belle plume, vraiment j'ai beaucoup aimé, vraiment, vraiment très bonne qualité. Je pense que vous soyez adepte de Disney ou pas, enfin fan de Disney ou pas, il faut que vous... Enfin, en fait, si vous n'êtes pas à la base une grande fan de Disney, ce n'est pas pour autant que vous n'aimerez pas ces romans-là, parce que c'est des romans qui s'imprègnent de l'histoire de Disney à la base, mais qui en font quelque chose de... ça va beaucoup plus loin, ça creuse en fait vraiment les histoires posées par Disney, ça va plus loin, ça les modernise un petit peu, ça aborde des problématiques sociétales très intéressantes. C'est plus dur aussi que les Disney, c'est pour ça que c'est pour young adultes. C'est vraiment... alors celui-là m'a un peu moins semblé dur, mais par exemple Aladdin, c'est ce rêve bleu qui s'appelle, je pense, le roman. Il y avait des scènes très difficiles où je me suis dit, mon Dieu, c'est pas pour les jeunes, ça c'est clair, c'était vraiment... voilà, ça va beaucoup plus loin que les Disney, et du coup c'est plus sombre que les Disney, voilà. Bref, très très belle surprise, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman et je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà, maintenant je vais me mettre au lit et commencer du coup, enfin continuer, même si j'avais lu que 20 pages ou 30 pages, Memphis de... J'ai oublié le nom de l'autrice de nouveau, mais voilà. Hello, nous sommes actuellement mercredi, je rentre du boulot, il est 5h30, je suis KO, vraiment je crevais là, mon compagnon et Enzo ne sont pas encore rentrés, donc je crois que je vais faire une petite sieste, parce que je suis vraiment très fatiguée. J'ai lu
dans les transports en commun aujourd'hui et un peu sur ma pause midi, 130 pages de Memphis de Tara M. Stringfellow que j'aime beaucoup pour le moment. Je vous en parlerai quand j'aurai le cerveau un petit peu plus réveillé parce que là vraiment je suis trop crevée. Mais j'aime beaucoup vraiment, donc voilà, je vous ferai un résumé tout à l'heure ou demain matin, on verra bien quand je serai un peu plus fraîche. Mais j'aime beaucoup, vraiment je sens que je vais adorer ce roman. Ensuite j'ai reçu plusieurs colis. On va ouvrir tout ça ensemble. J'ai un colis à aller chercher dans un coin relais. Il est arrivé hier, mais j'ai pas eu le temps d'aller le chercher aujourd'hui, donc j'irai le chercher demain. Mais en attendant, j'ai reçu d'autres colis. J'ai reçu La Villa des Petits Bonheurs de Lizzie Diamond qui sort en poche. C'est pas un livre que je gardais parce que c'est un livre que j'ai déjà en grand format. Dans lequel d'ailleurs, à mon avis, c'est un livre que j'avais dû lire en tant que lectrice Charleston. Donc écoutez, je vais le faire gagner en concours ou le partager sur les réseaux. Je comprends pas pourquoi j'ai reçu parce que je l'ai pas demandé en format poche, mais bon, bref, je ne sais pas. Je ne sais pas, why not. Il fera plaisir autour de moi ou sur les réseaux sociaux, j'en suis sûre, en concours. Ensuite ici, j'ai l'impression que c'est plutôt une BD. Alors oui, ça c'est la deuxième BD du coup que l'agent de presse, tu vois, c'est un agent de presse, m'a fait parvenir. Il m'en a fait parvenir une la semaine passée et là c'est la deuxième. Il faut que je lise d'ailleurs, il faut que je lise cette semaine. Donc c'est Les Élus de Swarga, le tome 1, le prophète Groselin. Voilà, qui est publié chez Calopsia. Calopsia, cette même personne, ce même monsieur, je suis désolée, j'ai encore oublié son nom. Moi et les prénoms, vous savez. M'avait déjà fait parvenir une BD de cette maison d'édition là l'année passée, j'avais beaucoup aimé. Donc écoutez, là c'est une nouvelle découverte de cette maison d'édition. Mais du coup voilà, hâte de découvrir ça. Ensuite, ça vient du groupe Le Duc. Est-ce que c'est Le Duc ou Charleston? Suspense. Ah, bah ça c'est pas pour... Je vous montre vite fait. Mais c'est pas pour maintenant parce que ça va être pour mon vlog. Du coup, je vais pouvoir sortir mon vlog et mon post sur ce livre. Mais donc voilà, le nouveau Tom Felton. Ensuite, nous avons des éditions Albin Michel. C'est tout petit, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de... Comme s'il dormait de Daniel Miller, c'est de Quill Press. Et je n'ai pas demandé ça, mais c'est pas vraiment Albin Michel du coup. Ça doit être... Je ne sais pas ce que c'est. C'est un très court roman plongé au cœur d'une enquête criminelle jamais résolue qui a bouleversé l'histoire de l'Australie du Sud. Est-ce que j'ai demandé ça? Je ne sais plus. Je ne sais plus si j'ai demandé ça. Je ne pense pas. Mais écoutez, je lirai le petit dossier qui accompagne. Mais là voilà, pour le moment je sais pas vous en dire beaucoup plus dessus. Mais c'est pas officiellement Albin Michel et c'est Quill Press, du coup à mon avis je n'ai pas demandé ça, mais voilà. Punaise, j'en peux plus loin. Alors, je sors de la douche, désolée pour la tête. Il y a BookByTom qui se fout de ma gueule sur BookByTom qui est donc lecteur Charleston 2023. Parce que sur Instagram j'ai dit oh voilà un court roman. Et il me répond bah oui c'est très court vu qu'il est vide. Puis j'ai dit comment ça il est vide. Puis là je vais ouvrir le roman. Je vois qu'il est tout vraiment complètement vide. Je me disais aussi que je comprenais pas d'où venait ce roman, qui me l'avait envoyé, comment ils avaient eu mon adresse. Et là, ça a fait tilt. J'ai dit Australie. J'ai regardé enfin le petit texte ici. Adelaide Hills, Australie. Et je oh, mais c'est autour du nouveau roman de Kate Morton. J'en peux plus de moi. J'avais pas tilté. Je me suis demandé, tiens, Albin Michel, mais c'est bizarre. Mais j'ai rien demandé, ce livre ne me dit rien. Je ne comprends pas. Ben voilà, maintenant j'ai compris. Oh, punaise. Je suis fatiguée. Mais il faut dire que, voilà, vu que c'est un envoi un petit peu qui sort de nulle part, j'avais pas ouvert le livre et c'était pas une maison d'édition que je connaissais ni rien. J'ai pas fait le lien avec Kate Morton, mais donc voilà, c'est un carnet en fait, un carnet qui qui fait semblant d'être un roman écrit par Daniel Miller, et en fait ça tourne autour du prochain roman de Kate Morton qui va donc être publié chez Charleston. It makes sense now, it makes sense. Et là maintenant des éditions Albin Michel également. Est-ce que c'est vraiment Albin Michel? On ne sait pas. Hop. Qu'est-ce que c'est cette fois? Là, c'est vraiment Albin Michel, donc c'est Pody, enfin non, c'est de Emiliano Pody, c'est Immersion, et ça c'est bien un livre que j'ai demandé, qui avait l'air vraiment génial, où on suit, c'était toujours like de Hitler, mais je ne sais plus exactement quoi.
c'est quelqu'un qui a la réalisatrice d'Hitler, voilà. Ça avait l'air vraiment très bien, le résumé m'avait vraiment bien branché et il fait moins de 300 pages, donc ce sera un livre qui sera rapidement lu, j'espère. Mais voilà, du coup pour les réceptions du jour, c'est tout. Voilà, je vous reprends tout à l'heure quand je serai un peu plus en forme pour vous parler de Memphis. Ce soir, je vais tester cette petite histoire avec Enzo, je l'ai encore jamais lu, je l'ai reçue de l'école des loisirs, donc voilà. Michael Arnaud, on a parlé dans le live qu'on a fait autour de son roman Les Vallées Closes, donc voilà, il est temps que je le découvre avec Enzo, donc je vous en parle du coup parce que ce sera ma première lecture de ce petit album jeunesse en même temps. Alors je vous retrouve, on est maintenant jeudi matin, il est 8 h, je travaille dans 30 minutes, donc j'espère encore lire un petit peu avant de travailler. Du coup, ici, de quoi ça parle? Donc on alterne en fait entre dans les années 70 et les années 90, 90, et du coup 70 aussi. On est en grande partie à Memphis, aux États-Unis, où en fait on va suivre des membres d'une famille noire américaine. En fait, on va être, il me semble, dans le premier chapitre, on arrive, je pense que c'était ça dès le premier chapitre, on a la maman, je ne sais plus son nom, Myriam. Attends, ça c'est Hazel, ça c'est la maman de Myriam, June c'est la Benjamin. Comment elle s'appelle? Je dis Myriam, de nouveau, Auguste c'est la sœur. On va y arriver. Comment elle s'appelle la maman? June, ah. Auguste, je vais avoir un chapitre avec elle, Myriam, c'est bien ça, en plus c'était Myriam. Donc là, Myriam qui arrive chez sa sœur Auguste dans la maison de leur mère décédée, de leur défunte mère, donc la maison vraiment familiale où elle a grandi. Elle va débarquer avec Joan et son autre fille Mira, je crois que c'est Mira, je ne sais plus maintenant, parce qu'elle vient de quitter son mari. Et directement on sait que quelque chose s'est passé entre Joan 10 ans et Derek 15 ans, la dernière fois qu'elles étaient venues dans cette maison, donc 7 ans auparavant, donc quand Joan avait 3 ans, et Derek du coup 8, Laura et les maths, donc voilà, 7-8 ans. Et résultat, 8. On sait que quelque chose de grave s'est passé, on sait que clairement c'est lié à un viol, mais on sait pas exactement ce qui s'est passé parce que c'est quand même 2 jeunes enfants, donc qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Ça va être dit assez rapidement, mais je vais juste pas vous le dire ici parce que ça le dit quand même après les 100 premières pages, donc voilà. Du coup directement on a Joan qui elle ne veut pas revoir Derek et du coup ils sont assis à distance et du coup on a des alternances entre passé et présent, des alternances où on voit Myriam et Auguste vivre avec leur mère quand elle était encore en vie, quand Myriam a rencontré son mari, quand elle s'est mariée, quand elle a eu ses premiers enfants, etc. Voilà, on a vraiment en fait un aperçu de la vie de cette famille, voilà, c'est vraiment une fresque familiale dans les États-Unis, avec tout ce que cela implique, donc aussi évidemment le racisme, là elles vivent dans un quartier quand même assez difficile où c'est dangereux, voilà, ça implique tout ça et j'aime beaucoup le ton parce que le ton fait très réaliste en fait. On a vraiment l'impression d'entendre, de rentrer dans une famille noire américaine, de les entendre parler, parce que vous savez il y a des expressions qui disent, etc., qui sont très internes à cette communauté, des mots que nous, blancs, on ne peut pas utiliser, que eux utilisent, parce que voilà, c'est à leur communauté, mais que nous, si on utilise ce genre de mots-là, c'est voilà, et c'est tout à fait normal, je ne vais du coup pas le dire. Mais voilà, on a vraiment l'impression, et c'est là qu'on sent vraiment que c'est un livre écrit par une femme noire, qui parle d'une famille noire, parce qu'elle sait de quoi elle parle, voilà. Ça se sent directement, c'est très réaliste, et je trouve qu'on est vraiment bien plongé dans cette histoire. Donc j'ai hâte de le continuer, je ne suis pas encore à la moitié, hein, je suis page 144, puisque hier soir je n'ai pas lu. Donc hier soir j'ai lu le petit album Oh ma belette publié à l'école des loisirs, donc je l'ai lu à Enzo. C'était très mignon, personnellement j'ai adoré les dessins en fait, c'est des planches qui sont très belles, très contemplatives. On a en fait ici un échange entre une petite belette et un canard et la petite belette est très triste parce que eh ben sa petite copine, c'est pour ça que je crois qu'elle s'appelle Mira ici et là c'est Mia du coup l'enfant. Il y a trop de personnes qui ont les mêmes noms. Parce que là, je crois que la gamine, elle s'appelle, la plus jeune, elle s'appelle Mira, je pense. Ou Mia, voilà, ici c'est Mia. Et ici,
notre petite belette s'est fait quitter par une Mira, je crois. Mira, voilà, ça ne va plus. Moi, j'ai déjà des problèmes à retenir les noms des personnages, mais alors en plus, si tous les personnages ont des noms plus ou moins similaires, avec juste une lettre qui change, on va pas s'en sortir. Bref, la belette s'est fait quitter par Mira. Mira, je vais y arriver. Et en fait, elle va parler avec son ami le canard, et son ami le canard va lui demander « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Et il va lui raconter que Mira est partie, qu'il a été très jaloux d'un renard, et que du coup, Mira l'a quitté. On comprend qu'elle l'a quitté plus à cause des réactions de la belette que pour le renard. Enfin, elle a quitté pour le renard, mais on a compris que la belette avait été très jalouse. Et du coup, ça ça aborde en fait avec les enfants la relation amoureuse, la rupture, mais aussi la jalousie en fait. Et j'ai trouvé ça très beau, avec à la fin un message très lumineux, plein d'espoir, vraiment un nouveau départ qui est très beau. Et les illustrations sont juste splendides. Je vais vous montrer quelques planches, mais vous voyez, c'est typiquement l'album que moi je ne veux pas laisser chez Enzo parce que j'ai trop peur qu'il les déchire, parce que les dessins sont trop beaux et j'ai pas envie qu'ils l'abîment. Voilà, moi j'ai comme ça des albums pour enfants que j'ai pas envie qu'ils l'abîment tellement ils sont beaux. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore parlé de Arc-en-Ciel, le nouvel album que j'avais reçu et que j'ai lu à Enzo. Il est ultra fan, donc je vous en parlerai quand je l'aurai sous la main. Mais voilà, très chouette album pour enfants, franchement n'hésitez pas, il est sublime. Donc voilà. Et là, je suis allée chercher mon colis donc, qui m'attendait à mon point relais. Et je suis trop contente parce que ce sont deux BD pépites magnifiques. Ces deux BD chez Rue de Fèvre. Nous avons ce sublime album cet été-là. Regardez-moi comme c'est beau. J'ai très hâte de le découvrir. Je crois que la semaine prochaine, je vais faire peut-être une semaine tout en BD, avec peut-être un peu de roman. Hein, mais j'aimerais bien rebaisser un peu ma palle graphique. Donc voilà, ici. Et alors, nous avons Au nom de Catherine. Toujours les deux sont chez Rue de Sèvres. Par contre, c'est une suite. C'est la suite de la guerre de Catherine. Et ça, je ne le savais pas. Parce que... bon, je vais voir si je le comprends sans lire la suite, sans lire le premier tome. Sinon, j'irai m'acheter le premier tome, hein, c'est pas grave. Mais du coup, ça attendra un petit peu avant que je lise. Je l'ai pas lu, hein, le premier. Non. C'était pas écrit dans le catalogue, ou alors j'ai très mal lu. Du coup, si j'avais su que c'était une suite, je l'aurais peut-être pas demandé. C'est pas très grave. Je me l'achèterai sûrement. Mais voilà, du coup... je crois qu'il y a moyen quand même de les lire sans... Bon, écoutez, bref, je vous dirai si je le comprends sans lire la première partie ou pas. Mais voilà, c'est un très bel album aussi. Donc voilà pour la petite réception. Donc très tôt, parce que je suis allée chercher en point relais, la poste n'est pas encore passée, donc ça se trouve, il y aura encore des réceptions aujourd'hui. Pause midi avec ces petites bêtes. Elle, normalement, elle ne peut pas aller au fauteuil, mais bon. Le petit là. On est bien? Ah bah oui. J'avais deux colis dans ma boîte aux lettres. Il y en a un, je sais ce que c'est, puisque vu les illustrations autour, je vais essayer de cacher mon adresse, mais comme ça ressemble fortement au nouveau roman de Christelle Labosse, et ça vient de Gallimard Jeunesse. Du coup, c'est très probablement ça. Nico, ça t'intéresse? Quand c'est pas le grand, c'est le petit. Christelle Labosse, qui est une autrice que j'aime énormément. J'ai pas lu son petit essai qu'elle a sorti plus sur l'écriture. Ça, j'avoue que ça m'intéresse un petit peu moins. Mais ça, par contre, c'est vraiment un roman. Donc, écoutez, j'ai hâte. Enfin, il faut que je vous boîte là. C'est bien emballé, mais du coup, bien dur à sortir. Alors, on va y arriver. Il me semble que Gallimard avait même organisé une rencontre avec Christelle Labosse à Paris. Mais voilà, comme d'habitude, les événements sont tout le temps à Paris. Et moi, je ne sais pas aller à Paris tout le temps. Si j'étais riche, oui, j'irais à tout. Mais là, ce n'est pas impossible. Surtout que souvent, c'est en semaine. Oh my god! Ah, voilà. Il faut être crossfitter pour ouvrir leur colis. Alors, qu'avons-nous? Nous avons donc le roman. Alors là, c'est un peu binaire, mais autant dire que je m'en fous parce que ça, c'est le genre de truc que je mets directement à la poubelle après. Donc, c'est ici et seulement ici de Christelle Labosse, donc son nouveau roman. On nous dit, après la passe miroir, Christelle Labosse révèle une nouvelle facette de son talent dans un roman choral vertigineux, addictif et puissant. Qui est d'ailleurs plus petit que la passe miroir. Il fait moins de 250 pages, donc il sera très vite lu, surtout que c'est fort aéré. Clairement, au niveau du texte, on est beaucoup plus, c'est beaucoup plus du jeunesse que la passe miroir, qui est beaucoup plus
exigeant, La Passe Miroir. Ici, clairement, c'est un livre qui va se lire beaucoup plus vite. Je ne sais pas de quoi ça parle, moi c'est l'autrice qui m'intéresse, donc je vais y aller les yeux fermés, je ne veux pas trop en connaître plus sur le résumé. Et donc là, on a, eh bien là, on a le petit mot de l'éditeur, voilà, avec une petite interview de Christelle Dabos. Et donc, il sort. Est-ce qu'il est déjà sorti? Il sort, je n'ai pas la date. Il y a Sensei qui est en train de faire des bêtises en bas. J'irai voir après, là je l'ai appelée, elle arrive, mais... Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça nous vient de Brajlon. Ah, j'espère que c'est le roman... J'en ai demandé un chez Brajlon. Ah non, je crois que c'est pas ça. Ah non, ça c'est une épreuve non corrigée. J'ai vu arriver les épreuves non corrigées d'un roman chez Phipps. Enfin bref, dans le Young Adult Club de chez Brajlon, chez Marilyn et c'était chez Tess, je crois, ou chez Claire, de chez Jolie, hier. Donc à mon avis, c'est ça. Parce que j'ai aussi demandé le roman qui est là, et chez Brajlon et pas chez Young Adult Club, le roman de celle qui avait écrit Mexican Gothic, mais je ne l'ai pas encore reçu, donc c'est un peu bizarre, mais je l'ai remontré, c'est pas très grave, mais à mon avis, ça c'est les épreuves non corrigées. Oui, c'est ça. Donc, ce sont les épreuves non corrigées de The Second Death of Eddie and Violet Bond. Hop, ici, donc, qui sortira le 5 avril, le jour de mon anniversaire. Et Marilyn en a déjà un peu parlé, alors qu'elle n'avait pas encore fini, sur Instagram, parce qu'elle accroche bien. Donc c'est chez Phipps, et ça a l'air vraiment génial, donc écoutez... J'ai hâte de le découvrir, mais ça a l'air vraiment très chouette comme histoire. Voyager dans le monde des esprits avec ce thriller fantastique haletant, plein de sororité et de révolte féminine, et inspiré de la vie de véritables jumelles médiums ayant vécu au 19e siècle. Super prometteur. Hâte de le lire. Ces deux-là, j'aimerais bien les lire rapidement. Donc, si je peux les lire la semaine prochaine, ce serait génial. Le crime. Regardez-moi ce petit chien qui attend en haut. Ça va, Miko? Tu viens pas descendre manger avec nous? Non? T'es bien là? Reviens travailler, maman. Je t'attends en haut. Hello, on est désormais vendredi et j'ai terminé Memphis de Tara M. Stringfellow qui, comme je m'y attendais, a été une magnifique lecture. Révoltante, vraiment, c'est une lecture qui vous prend aux tripes. Qui montre en fait les difficultés de l'époque, et il y en a encore maintenant, je dis pas que c'est fini, mais voilà, les difficultés que pouvaient vivre les Noirs américains à travers le XXe siècle, qui ont évolué évidemment au fur et à mesure du temps, mais voilà, peu importe dans quelle décennie du XXe siècle, il y a toujours eu des soucis. On le voit à travers les yeux donc de cette famille, voilà, avec ces personnages qui évoluent, c'est une vraie fresque familiale, et à chaque fois, cette famille est confrontée à d'autres soucis. Voilà, toujours liés au racisme, à l'injustice, voilà, tous ces soucis en fait liés malheureusement à leur couleur de peau. C'était brillant, vraiment, écrit avec une plume vraiment aiguisée, poétique, juste et très réaliste. Voilà, c'est un texte quand même relativement difficile parce qu'il arrive des horreurs, et aussi il est difficile parce que il fait vraiment mal au cœur, et surtout il nous révolte. En fait, on voit à quel point ces personnes sont cloisonnées. L'avenir est finalement assez... ils n'ont pas tellement de possibilités, enfin elles n'ont pas tellement de possibilités, parce que au final, même quand même quand ils ou elles ont envie de se ranger dans une petite vie bien rangée et accéder à une profession vraiment dite comme, une profession exemplaire, voilà, eh bien en fait, c'est pas si facile que ça, parce que des personnes ont décidé que ce n'était pas des professions faites pour ces personnes. Et on voit que au final, dans leur choix par rapport à leur avenir, c'est assez difficile, parce que soit ce sont des portes qui leur sont fermées, soit des perspectives qui n'ont pas vraiment encore été explorées par des personnes de couleur, et donc qui font peur. Et voilà, il se passe dans ce roman des choses très difficiles. On aborde forcément, puisqu'on va vraiment à travers un peu tout le XXe siècle, les différentes problématiques autour des droits des Noirs au XXe siècle, notamment, voilà,
les manifestations pour les droits des Noirs, notamment, enfin celle avec Martin Luther King et tout ça. Voilà, c'était vraiment un texte difficile, mais à la fois lumineux, parce que je trouve qu'il y a vraiment une note d'espoir qui règne tout le long de ce récit. On nous dresse vraiment ici un tableau d'une famille noire américaine à Memphis, c'est dans le Tennessee, je pense que c'est dans le Tennessee, aux États-Unis, et c'était un texte bouleversant, essentiel. Voilà, on sent que l'autrice est concernée par le sujet, qu'elle sait de quoi elle parle, et je trouve ça très important également. Donc moi je ne peux que vous conseiller de vous diriger vers ce texte qui était en plus très bien écrit et que j'ai trouvé juste splendide. Donc vraiment, foncez découvrir ça. Et j'ai commencé également sur ma pause midi Amarie le tome 2, mais je suis pas encore très loin, j'ai lu qu'un chapitre, donc je vous tiendrai au courant de ma lecture. Voilà. J'ai reçu 3 colis. Tout d'abord, les épreuves non corrigées de la saison des disparus de Mathieu Sylvander, qui est publié chez l'école des loisirs dans la collection Medium Plus. Ensuite, j'ai reçu Les Sœurs Lakota de Benoît Sévrac, publié chez Syros. Et enfin, j'avais commandé sur Vinted Les Chants de Knowing de Émile Kerbalek, qui est donc sélectionné au PLIB. C'est le dernier que j'ai pas encore lu du coup, dans le PLIB adulte, parce que je suis jury pour adultes et jeunesse. Et là, c'est le dernier que j'avais pas encore lu, donc voilà, je vais essayer de le lire rapidement. Mais du coup voilà, j'ai le livre qui me manquait pour le PLIB. Ça va, tu vas bien? Hello, on est samedi, il est 16h ce matin et début d'après-midi. C'était le spectacle de l'école, enfin c'était la salsifère en fait, donc la fête de l'école dans l'école d'Enzo, donc son tout premier spectacle. Il était trop mignon, trop chou. Et on a mangé à midi là-bas, donc voilà, on a été bien occupés toute la matinée. Je suis à la page 300, donc il m'en reste que 200 de Amarie, le tome 2. Ça se lit très vite. Et c'est bien ce que je pensais dans mon souvenir de quand j'ai lu le tome 1. C'est assez engagé dans le sens où on fait quand même passer des messages par rapport à la discrimination, à l'intolérance face à la différence. C'est pas spécialement dû à la couleur de peau d'Amarie, mais en fait c'est représenté ici par le fait que Amarie est une magicienne. Une magicienne, et en fait les magiciens sont très redoutés par la communauté magique et du coup rejetés par la communauté magique. Donc en fait il y a des sorciers, mais des magiciens vraiment c'est très puissant. Et du coup eh bien les gens ont appris à avoir peur des magiciens, parce que certains magiciens à l'époque ont fait beaucoup de mal, et du coup les gens font l'amalgame en fait par rapport aux magiciens, et ils mettent tous les magiciens dans le même panier, et voilà, il y a une haine qui est vraiment cultivée envers ces magiciens et qui est infondée. Et donc dans le tome 1, Marie apprenait à faire face à cette haine, et dans le tome 2, malheureusement, cette discrimination n'est pas finie, et voire est plus forte, parce qu'ici on est vraiment face à des gens, à un vice-premier ministre qui veut complètement bannir ces personnes, ces indésirables, et du coup voilà. Donc il y a vraiment un côté engagé qui est passé par là, voilà, c'est à travers la magie, l'auteur fait passer des messages, voilà, par rapport au que ce soit le racisme, l'intolérance, enfin voilà, tout ce qui touche à la différence. Ça peut faire penser par exemple avec l'amalgame au fait que ben voilà, quand il y a des attentats terroristes, on met toutes les personnes ressemblant à ces terroristes dans le même panier. Voilà, c'est engagé à ce niveau-là. Voilà, ça montre, ça explique aux jeunes lecteurs, parce que si je sais plus quel public c'est, mais voilà, c'est quand même des jeunes lecteurs, à mon avis 12 ans. Ça leur montre la bêtise en fait de ces amalgames, et ça montre à quel point les gens sont facilement manipulables, parce qu'ils choisissent finalement la
facilité de suivre leurs préjugés en fait, plutôt que de se remettre en question. C'est très bien fait. Le tout avec une intrigue, voilà, tout tourne autour d'une enquête de nouveau, puisque Amari, c'est une jeune fille de 13 ans dans ce tome-là, mais qui fait partie du bureau des affaires surnaturelles et donc qui doit enquêter sur diverses choses, voilà. Et du coup là, elle enquête sur autre chose. Donc voilà, le tout, c'est surtout une intrigue évidemment autour de la magie. Mais voilà, c'est très bien fait, très intelligent, c'est fluide, ça se lit tout seul. J'ai lu 300 pages, mais j'ai pas lu tellement que ça, mais voilà, c'est écrit en très grand, c'est un roman jeunesse, hein. Et c'est très fluide, donc voilà, ça se dévore. J'aime beaucoup cette saga, vraiment j'aime beaucoup, donc je ne peux que vous la conseiller. J'aurais fini ce tome là ce soir, enfin aujourd'hui d'office, hein, vu qu'il me reste 200 pages, à mon avis en 2 heures, ce sera fait, même si ce soir ce sera Daisy Jones and the Six. Mais voilà, du coup pour le petit point de la journée. Je sens que ça va être plein de paillettes, ce truc. Je dois bien frotter le bain. Tout le monde, nous sommes dimanche. Je viens de terminer, dimanche matin, Amari. Hier soir, il me restait une vingtaine de pages, donc je viens vite de les terminer. Donc le tome 2, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment, c'est une suite à la hauteur du tome 1, je trouve, avec pas mal de réflexions vraiment très intéressantes. T'as lu ça, toi? Vraiment à la hauteur du tome 1. Et... Et enfin voilà, je vais pas trop vous résumer le tome 2. Je vais pas trop vous résumer le tome 2 parce que ça vous spoilerait complètement le tome 1, mais vraiment c'est une saga jeunesse de très grande qualité et qui aborde des réflexions vraiment très intéressantes. Donc franchement, foncez découvrir parce qu'on a une dose de magie, des rebondissements, d'enquête, etc. Et je trouve ça génial. Et je trouve ça génial. Ça va être difficile dans le montage là. Du coup, je vais clôturer ce vlog ici parce que j'aurai malheureusement pas le temps de lire un 4e livre aujourd'hui, donc je crois que je vais lire en plus de BD. C'est dommage parce que je voulais encore lire. Mais Enzo, tu m'as pris un de mes livres que je voulais encore lire au moins ces deux-là, enfin au moins un de ces deux-là, pardon, pour vous en présenter un 4e. Et il y avait un autre qu'Enzo m'a volé, là, qui vous a montré il y a 2 secondes, je ne sais pas où il l'a mis, bref, qui est écrit par une autrice martiniquaise, je pense. Mais voilà, dites-moi, je pourrais refaire ce genre de vlog là. Je trouve ça intéressant de montrer parfois dans une vidéo des auteurs qui sont peut-être... Enfin voilà, c'est pas... Enfin, c'est quand même connu de tous, c'est que la plupart des auteurs, malheureusement, j'ai rien contre les auteurs blancs, cisgenres et tout ça, hein, mais je veux dire, sont des auteurs blancs. Et je trouve parfois important de montrer que... de mettre en avant, pardon, des auteurs... des auteurs qui sont peut-être moins mis en avant, que ce soit des auteurs noirs ou bien des auteurs étrangers, hein, même la littérature asiatique en soi n'est pas fort mise en avant, ou bien des auteurs LGBTQI+, peu importe. Mais je trouve ça important et voilà, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vlog dédié à de la littérature diverse, on va dire, vous intéresse, vous a plu, parce que j'en ferai un pour lire ces deux-là et donc l'autre sur la littérature martiniquaise qui est, voilà, qui est là, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Moi je vais clôturer ce vlog ici. N'hésitez pas comme toujours à laisser un petit commentaire, un petit pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à bientôt avec ce final un peu compliqué pour une prochaine vidéo.